Bonjour les amis, si je voyage, c'est pour découvrir de nouveaux pays, c'est pour découvrir de nouvelles cultures, c'est aussi pour vous les faire découvrir. Et une des manières dont j'aime bien m'imprégner de la culture d'un pays, c'est évidemment en me baladant, tant qu'à faire à pied ou en vélo. Le train c'est pas mal aussi, mais vraiment je trouve que le vélo c'est le meilleur moyen de pouvoir découvrir comment les gens vivent. J'aime beaucoup ça, c'est sans doute mon moyen de transport préféré. Mais si j'ai envie d'avoir une vision un petit peu plus méta sur comment fonctionne un pays, ce que j'aime bien faire également, c'est me plonger dans son économie. Et un bon moyen de saisir comme ça comment fonctionne l'économie d'un pays, c'est de regarder son principal indice boursier. Vous avez évidemment pas des bourses dans tous les pays, mais vu que la Turquie c'est quand même un gros pays développé industriel, on a plusieurs indices de la bourse d'Istanbul. Et ce qui est intéressant, c'est que la bourse d'Istanbul a eu une histoire assez agitée récemment. Regardez, je vais vous montrer le graphique, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Regardez-moi ça, ça fait rêver un graphique comme ça. Donc on voit la bourse turque qui ronronnait. Enfin c'est pas mal, hein, on avait quand même une économie en croissance régulière. C'est pas mal du tout. Hein. Si vous regardez, on part de 168 points. On arrive aux alentours de la bourse turque a fait presque x10 depuis les années 2000. Ouais, c'est pas énorme quand on compare au SP500, mais c'est quand même assez impressionnant. Et puis 2020, gling 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 gling, on a la bourse qui s'affole. La bourse vous a fait quelque chose comme un x5 en un an. Donc c'est très impressionnant. Elle a eu une année. C'est quoi? Quand est-ce que ça s'est affolé? C'est en 2022 que ça a commencé à s'affoler. Donc on sent que la Turquie a assez bien bénéficié de la guerre en Ukraine. Je pense que c'est lié à ça. Mais on va investiguer un petit peu plus dans le détail parce que un pic comme ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Et je vous propose qu'on découvre ce qui s'est passé. Alors sur le site Boursorama, on peut voir à quoi s'attendre pour la bourse turque en 2023 après une année exceptionnelle. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Tac. Alors que la majorité des places financières ont chuté en 2022. Mais c'est ça qui est fou en fait. C'est que l'année 2022, ça a été une année catastrophique pour la plupart des bourses. Et eux, ils se mangent une hausse immense. Donc si vous aviez eu du nez... Imaginez les gens qui auraient fait all-in, en 2022, ils auraient fait all-in sur la Turquie. Bah bim, voilà, il y a des opportunités comme ça, mais c'est le genre d'opportunités qu'on voit exclusivement après coup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'année dernière, l'indice BIST 300, donc BIST, je pense que ça veut dire Bourse Istanbul 30, donc les plus grosses entreprises de la bourse d'Istanbul. Pourquoi la bourse a-t-elle explosé en 2022? L'un des facteurs les plus importants ayant soutenu le marché turc l'année dernière et la demande de la population turque qui a cherché par tous les moyens à protéger ses économies de l'impressionnante inflation et de la forte chute de la livre turque qu'a connu le pays. Et donc là, vous voyez que les gens sont malins. Hein. Je pense qu'on devrait vraiment prendre des leçons d'intelligence du peuple turc parce que c'est exactement ça qu'il faut faire. Vous avez de l'inflation et comme vous avez de l'inflation, vous décidez d'investir en bourse. Donc vraiment, je pense que les Français n'ont pas été si mauvais que ça parce que quand vous voyez le CAC 40 qui tape ses plus hauts, ça veut dire que vous avez quand même une réflexion des Français que inflation, c'est une bonne idée de se protéger et la meilleure protection contre l'inflation, c'est quand même les marchés financiers. Mais pas à ce niveau-là, quoi. Un tel niveau d'arrachage des cours, c'est complètement fou ce qui s'est passé. L'Institut statistique turc a révélé que l'augmentation annuelle des prix à la consommation pour le mois de décembre 2022 était de 64%. Vous imaginez, en un mois, vous mangez une hausse de 64% des prix. On n'est pas avec nos 6% d'inflation là. Ce qui représente une baisse par rapport à l'augmentation. Ah oui, ils se sont tapés 84% en novembre. C'est fou, hein. Après avoir atteint
atteint un niveau record en 24 ans, au-dessus des 85% en octobre. L'inflation a diminué pour un deuxième mois consécutif en décembre, mais elle reste tout de même extrêmement élevée. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent pour 2023 ? Le contexte de l'élection est un des grands changements en vue de cette nouvelle année, ajoutant des incertitudes sur le contexte économique et politique très fragile. Cette année, des élections présidentielles et législatives se tiendront le 14 mai 2023 et beaucoup se demandent si Recep Tayyip Erdogan, qui est à la tête du pouvoir depuis 2003, il s'est fait 20 ans au pouvoir quand même, c'est pas mal, hein. On commence à être sur des niveaux poutiniens là, de mainmise sur le pouvoir, va pouvoir le rester pour les 5 prochaines années et suivre sa politique économique peu orthodoxe. Ce rendez-vous électoral est donc crucial pour le futur du pays et la résolution de sa crise économique. Comme nous l'avons vu, la livre turque est toujours sous pression en ce début d'année, ce qui n'aide pas les ménages avec leur pouvoir d'achat. Alors, il s'est passé une autre chose, mais ça c'est toute la solidarité avec le peuple turc. La bourse a dû fermer cette année suite au séisme qu'il y a eu. Vous avez eu un séisme qui a complètement perturbé l'économie du pays, avec malheureusement beaucoup de gens qui y ont laissé la vie. Et ce qu'ils nous disent, c'est la bourse turque sous perfusion après les séismes en Turquie. La bourse turque a rebondi d'environ 15% depuis sa réouverture mercredi dernier, après avoir été suspendue dans la foulée des séismes dévastateurs qui ont frappé le pays au début du mois, une embellie qui reflète avant tout l'ingérence croissante de l'État sur le marché. Et ça, c'est un énorme drapeau rouge. Quand vous avez une économie qui commence à être sous perfusion, vous pouvez être sûr que ça s'accompagne de perte de marge de manœuvre pour les entreprises, de mécanismes souvent de corruption, de cooptation, etc. L'État est le pire gestionnaire qu'on puisse imaginer. Donc voilà, je pense que ça va pas être très sympa la bourse turque si l'État met son nez dedans. Un rebond aussi spectaculaire que surprenant, voire totalement invraisemblable. Depuis sa réouverture le 15 février, après une semaine de suspension, la bourse d'Istanbul s'est envolée de plus de 15%. Elle a entièrement effacé les pertes essuyées dans les 2 jours suivants. Les séismes dévastateurs qui ont frappé le sud-est du pays avant la suspension exceptionnelle des échanges le 8 février et se rapproche désormais de son record historique inscrit en début d'année. Faut-il y voir un témoignage de la confiance des investisseurs dans la capacité de l'économie turque à rebondir après les catastrophes? Loin de là, selon Volvango Piccoli de Teneo Intelligence, il s'agit d'une manipulation éhontée des marchés boursiers. D'accord. On va suivre bien sûr sur cette chaîne les élections turques parce que c'est quand même assez intéressant de voir si Monsieur Erdogan va pouvoir ou non se maintenir au pouvoir. Ça va être intéressant de voir l'impact qu'il va y avoir également sur la bourse turque. En tout cas, si vous avez envie vous faites évidemment ce que vous voulez, hein, vous êtes maître de votre décision. En tout cas, sachez que c'est possible de vous exposer à la Turquie. Quand vous allez par exemple sur DeGiro, vous avez la possibilité d'investir dans 3 ETF. Vous avez l'ETF d'iShares, vous avez l'ETF de Lyxor, vous avez l'ETF de HSBC. Et donc, dans quoi vous investissez quand vous investissez dans des ETF? Donc, celui de iShares, je trouve que les frais sont élevés. 0,74, donc c'est beaucoup trop pour moi, donc c'est un red flag. Donc, je n'investirai pas là-dedans. Mais donc, pour avoir des éléments de comparaison, vous avez quoi comme rendement quand vous êtes sur quand vous investissez là-dedans? Ouais, c'est ici, vous pouvez vous atteindre à un rendement de 2,27%. Ouais, donc j'imagine que les rendements ont énormément... non, ils n'ont pas énormément baissé. Ouais, si, ils sont passés de 3,88 à 2,27 à mesure que la bourse a augmenté. Mais donc ça a dû quand même continuer à distribuer assez généreusement. Qu'est-ce que vous avez quand vous investissez dans la Turquie en termes de composition? Donc là, vous avez les plus grosses entreprises, donc le pétrole, l'énergie. Donc c'est ça, hein, c'est industrie, secteur financier, matières premières. D'accord, ouais, c'est finalement assez équilibré. C'est une économie de pays développé. Donc on voit cette performance incroyable en 2022. Donc si vous choisissez le HSBC, je crois qu'il est plus intéressant celui-là. Quand on regarde les frais, on a quoi comme frais? Ouais, on a des frais de 0,50, donc c'est pas trop mal. Après, évidemment, hein, quand on regarde le graphique de cet ETF, on est sur un graphique qui fait pas beaucoup rêver, hein.
Je sais pas comment il se débrouille, mais en tout cas, quand vous avez un graphique qui ressemble pas du tout au graphique de son indice, ça veut dire qu'il y a un petit souci, ça veut dire qu'ils essaient peut-être de choisir certaines valeurs, etc., que la gestion n'est pas aussi passive qu'elle devrait l'être. Et finalement, vous avez le Lixor, et donc le Lixor, quand vous regardez, les frais ont l'air intéressants, mais moi, ce qui est un drapeau rouge immédiat, c'est que c'est une réplication synthétique swap non financée. Qu'est-ce que ça veut dire réplication synthétique? Ça veut dire qu'ils n'investissent pas directement dans les actions. Quand vous choisissez le iShares ou le HSBC, l'ETF investit directement dans les actions, donc vous êtes directement propriétaire des actions via l'ETF. Donc c'est du vrai investissement, alors que là, ça veut dire que c'est des produits dérivés un petit peu bizarres. Vous savez pas du tout en fait dans quoi vous investissez. Et d'ailleurs, il y a pas mal de Français qui pensent investir dans le SP500 via des ETF dans le cadre de leur PEA, mais quand on regarde, en fait, c'est des ETF synthétiques, donc ils achètent un chat dans un sac, ils savent pas du tout ce que c'est, donc non, vous pouvez pas investir dans le SP500 avec un PEA, vous investissez dans un ETF synthétique, donc c'est quelque chose qui est quand même bien différent. Et bien voilà pour cette plongée dans le cœur du réacteur économique turc. J'espère que ces petits zooms pays vous intéressent, et je vous rappelle évidemment que si vous voulez investir pour, voilà, en tout cas avec ce courtier-là, vous pouvez vraiment investir dans ce que vous voulez. C'est extrêmement riche en termes d'ETF, mais aussi d'actions. Et bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochains contenus.